Je peux vous poser une question? Avez-vous entendu parler de l'eugénisme? Non. Ça te dit quelque chose, l'histoire de l'eugénisme? Non. 1930s Germany, the Nazis were trying to establish the rules of inheritance so that you could determine who was pure German, Aryan, and who was Jewish. Le procès des médecins nazis à Nuremberg, qui s'est déroulé du mois de mars 1946 au mois d'août 1947, a permis d'appréhender les dérives de la médecine allemande sous les régimes des nazis. Les actes de certains médecins, la complicité des firmes pharmaceutiques et des universités allemandes a été révélée, à défaut d'être jugée. Race has no biological basis, and why we need to be on guard against the return of race science. Samedi 14 mai 2022. Un jeune Américain de 18 ans ouvre le feu dans un magasin d'alimentation de Buffalo aux États-Unis. Il fait 10 morts et laisse un manifeste faisant référence à la théorie du grand remplacement et à des études scientifiques supposées expliquer les différences innées de comportement entre blancs et noirs. Ne tournons pas autour du pot, il s'agit là d'un acte terroriste raciste commis par un suprémaciste blanc. L'histoire des sciences des 19e et 20e siècles nous renseigne sur l'implication active des sciences dans l'installation et la légitimation des thèses racialistes et suprémacistes. Thèses qui mènèrent notamment à des politiques ségrégationnistes et au génocide de la Seconde Guerre mondiale. Les vestiges de ces idées racistes persistent encore dans le milieu scientifique, parfois de manière subtile, mais également de manière plus désinhibée dans des milieux extra-académiques. Parlons-en, vous voulez ? Le terme de race est attesté depuis au moins le XVIe siècle et à cette époque ça désignait les différentes lignées de nobles. La notion qui correspond à son usage habituel dans les sciences raciales date du XVIIIe siècle. Le botaniste suédois Carl Linné publia en 1758 un catalogue, Systema Naturae, dans lequel il classifia les humains en 4 groupes, les rouges, les blancs, les noirs et les jaunes. Pour contextualiser, la biologie racialiste s'est développée dans un contexte où les individus étaient déjà hiérarchisés les uns par rapport aux autres. Cette hiérarchie était en quelque sorte un racisme naturel. Les colons et les peuples indigènes n'étaient pas encore mélangés et les différences entre ces populations étaient établies sur des critères moraux et religieux. Lorsque les territoires devenaient co-occupés et que les différentes populations commençaient à se reproduire, parfois un peu de force, le racisme a pris des contours plus scientifiques en définissant une essence biologique pour que même christianisés, alphabétisés et métissés, les peuples colonisés et racisés restent inférieurs. La race, comme catégorie biologique, et le racisme en tant qu'ordre social se sont nourris l'un l'autre tout au long de l'histoire. Le célèbre nom de Joseph Arthur de Gobineau pop quelque temps après. Il décrit au XIXe siècle 3 races dans son ouvrage, Essai sur l'inégalité des races humaines. Les blancs, les noirs et les jaunes. Les blancs sont intelligents, sages, mais manquent de goût artistique. Les noirs sont bêtes, mais ont un sens du goût et de l'odorat développé. Les jaunes, quant à eux, sont des êtres un peu inachevés et font surtout preuve de pragmatisme. Il affirme aussi qu'on assiste à une décadence des civilisations, et l'origine de cette décadence est raciale. Il accuse le mélange des pédigrés et des sangs, ce qu'aujourd'hui on appellerait vulgairement métissage, mais qui désignait à l'époque par le terme naturaliste de dégénération ou de dégénérescence. Malgré le fait qu'il sorte toutes ces théories de son fiac et de sa vibe du moment, il fut assez bien reçu en Allemagne. En France, ce ne fut pas la même histoire. Trop collabo pour les fachos, et pas assez sérieux pour les anthropologues. Mais ne vous y trompez pas, c'est surtout parce qu'il fallait développer des théories racialistes avec un peu plus de rigueur, en se fondant sur les observations naturalistes, et non pas sur un récit fantaisiste et mythologique, comme celui de Gobineau. Les scientifiques de l'époque ont profité de la fascination du grand public pour mettre en place des zoos humains et des racial freak shows. Pour le grand public, c'était du spectacle, mais pour les savants, c'était un véritable laboratoire. Lorsqu'un indigène mourait, les anatomistes en profitaient pour le disséquer tel un simple échantillon pour en apprendre plus sur la physiologie humaine. La France, grande puissance coloniale, fit aussi parler d'elle dans l'histoire des sciences raciales pour la transformation des jardins tropicaux du Bois de Vincennes en zoo humain à l'occasion de la grande exposition coloniale de Paris en 1907. Cet événement aurait attiré près de 2 millions de visiteurs en l'espace de 6 mois.
Et ça ne s'arrête pas là pour l'histoire de notre beau pays. D'abord, le dernier zoo humain a été fermé dans les années 90. Ensuite, en 1994, Mandela a demandé à ce qu'on rapatrie le corps de l'esclave Saartjie Baartman, qu'on a disséqué il y a 2 siècles et qu'on a exposé en morceaux dans des jarres jusqu'en 1976. Ce à quoi on a répondu à Nelson « Désolé frère, en fait, c'est le patrimoine français donc non !» avant de finalement accepter de le faire 8 ans après sa demande. Les sciences raciales se sont développées dans un contexte colonial extrême. Elles permettaient de classifier des groupes d'individus avec une aura de rigueur, ce qui en facilitait le contrôle. Elles ont été utilisées pour rassurer la population, qui commençait à remettre en question les bienfaits du colonialisme au XVIIIe. Malgré l'abolition de l'esclavage en 1865 aux États-Unis, le rôle hiérarchisant de la race biologique va perdurer et la société restera racialement divisée. Dans les années qui ont suivi, on a assisté aux prémices d'un bouleversement scientifique grâce à la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Il pensait avoir réglé la question raciale sur le plan biologique en 1871 dans The Descent of Man. Avec toutes les critiques de Darwin qui tombent à côté de la plaque, on préfère prévenir. On se doit d'être juste à son propos, parce que loin de nous l'idée de donner du grain à moudre aux intégristes religieux pour cancel le vieux. C'était un homme profondément plus humaniste que la moyenne à l'époque, comme en témoignent ses écrits personnels, et un fervent défenseur de l'abolition de l'esclavage. Malgré tout, il avait quand même du mal à considérer au fond de lui que les Africains et les Australiens étaient égaux aux Européens sur le plan moral et intellectuel. En effet, il laissait possible l'idée de divergences évolutives progressives entre les humains qui seraient à l'origine de ces quelques différences. Il place ainsi le blanc européen au sommet de la civilisation et plus éloigné évolutivement des singes que les autres races. Le contexte de l'époque est à prendre en compte, bien sûr, le suprémaciste blanc occidental était la norme et on peut être tenté de dire qu'il n'était que le produit de son époque, mais ce serait occulter une réalité bien plus complexe. Dès l'époque, il existait une hétérogénéité de positionnement vis-à-vis du suprémacisme et du colonialisme. Tous ne s'en imprégnaient pas, et certains luttaient déjà profondément contre. Un racisme profond, même si typique de l'époque, transparaît quand même dans ses écrits, et c'est à noter. Le fait qu'il défende effectivement la thèse selon laquelle les races supérieures se doivent d'être altruistes et protecteurs envers les races inférieures, ça contraste peut-être avec les esclavagistes, mais c'est raciste quand même, hein. C'est parce que pour lui, le blanc se doit d'être à la hauteur de sa morale et de sa noblesse. À chaque fois que s'est profilée la disparition de la domination raciste, il ne s'agissait pas d'en finir une fois pour toutes avec l'idée de race biologique. Il s'agissait surtout de déplacer le cadre, encore et encore. Le biologiste Francis Galton a théorisé l'eugénisme en 1883, souhaitant tirer de l'étude des différents groupes d'individus, entendez races, les données permettant un meilleur contrôle social des populations. L'objectif étant bien sûr d'améliorer la santé et le niveau d'éducation de la société. La race biologique est alors abordée en termes d'idéaux physiques et mentaux, et apparaît la notion d'hérédité des traits raciaux. Comme pour les animaux ou les plantes donc, on pouvait s'adonner à une sélection des traits simplement en contrôlant la reproduction de la population. Le mathématicien Karl Pearson, disciple et collaborateur de Galton, devint le premier professeur d'eugénisme au Royaume-Uni en 1911. Il croyait dur comme fer à l'infériorité des autres races ainsi qu'au risque que représentait le mélange interracial pour l'avenir et la grandeur de la population britannique. Avec le médecin et généticien allemand Eugen Fischer, ils ont développé la biométrie. Des outils, des tableaux de données raciales, des instruments et des nouvelles théories de mesure biologiques. Ils utilisaient par exemple des paramètres comme les couleurs de peau, d'yeux et de cheveux pour comparer les individus. Les instruments de mesure craniométrique étaient également en vogue. Durant l'expédition de Fischer en Namibie en 1908 pour mesurer la blanchité des individus issus de mélanges interraciaux, l'Allemagne éradiqua des dizaines de milliers de Namibiens qui s'étaient rebellés contre les colons. Elle en profitera pour récupérer quelques milliers de crânes qui seront étudiés par les scientifiques de la race. L'eugénisme scientifique et le mythe de la race aryenne étaient les ingrédients nécessaires au projet nazi prônant l'hygiène raciale. Le passage de la théorie aux actes a provoqué l'interdiction des mariages entre Allemands et les races inférieures en 1935, allant par la suite jusqu'à la stérilisation et les génocides de ces races. D'autres pays, dont la France, se sont adonnés à des stérilisations de minorités ethniques pendant le XXe siècle. En effet, tous les eugénistes n'étaient pas nazis mais restaient enthousiastes à l'idée de former une société eugénique par tous les moyens techniques possibles. Certains eugénistes de gauche allaient même plus loin. Pour Heiner Fetscher, la loi nazie de stérilisation n'était qu'un début, pas une fin. Les stérilisations étaient effectuées sans tabou et tous les dysgéniques y passaient.
handicapés, roms, psychiatrisés, juifs, etc. Certains médecins siégeaient dans ce qu'on appelait des tribunaux de santé héréditaires, où on y a décidé la stérilisation de 400 000 Allemandes et Allemands dans les années 30. Le corps scientifique et médical a tellement acclamé cette loi que la stérilisation fut le sujet principal de près de 200 thèses de doctorat en médecine entre 1933 et 1945. Les génocides racistes et antisémites nazis sont les plus tristement célèbres, mais il faut noter que le monde entier embrassait les théories et les politiques eugénistes. Ce fut le cas en Chine, au Japon, en Inde et évidemment aux États-Unis, qui étaient parmi les pionniers en la matière et même une source d'inspiration pour l'eugénisme nazi. Les sciences raciales étaient une base commune sur laquelle chaque nation pouvait construire ses politiques nationalistes. L'influence de l'Europe fut tout de même forte. Prenons l'exemple des génocides Tutsis au Rwanda en 1994. La Belgique hérite du Rwanda au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les colons belges arrivent donc là-bas et constatent une société divisée en plusieurs professions, divisions que les colons vont ériger en ethnies. Leur réflexe a été d'établir une comparaison raciale entre les Tutsis, les Hutus et les Twa. Les Belges arriveront à la conclusion que les Tutsis sont supérieurs, car plus noirs qu'ils ne devraient l'être, considérant qu'il s'agissait certainement d'un peuple originellement blanc qui s'était négrifié. En 1931, l'administration belge va plus loin en enregistrant l'appartenance ethnique dans l'état civil rwandais. Au fil de l'histoire politique du pays, des mouvements d'indépendance qui se montent, des ressentiments entre les ethnies issus de multiples conspirations des colons, ça aboutit à un des génocides les plus meurtriers et rapides de l'histoire. 800 000 morts en 3 mois. Quasiment aucune partie du monde ne sera épargnée par la raciologie. La Chine promouvait les mariages interraciaux s'ils permettaient de blanchir la population. Les États-Unis ont tiré quelques-unes de leurs idées et leurs politiques racistes et eugénistes de la théorie nordique. Cette théorie, reformulée en 1916 par le professeur de droit Madison Grant, stipulait que les Scandinaves sont les blancs les plus purs. Elle viendra soutenir l'Immigration Act de 1924 et Grant fut une des références du Ku Klux Klan et d'Adolf Hitler dans Mein Kampf. On admet généralement que le nazisme constitue l'apogée du racialisme scientifique et qu'on s'en est ensuite débarrassé. Après tout, on se représente les scientifiques nazis comme des méchants de film. Malheureusement, cette vision est très optimiste et l'histoire ne s'arrête pas là. En cause, 2 événements majeurs. La publication en 1969 de l'étude du psychologue Arthur Jensen sur les origines génétiques et différences d'intelligence entre les blancs et les noirs, et la publication en 1994 de The Bell Curve. In the 20th century, white land developers made extensive use of something called racially restrictive covenants as formidable and legal weapons of housing discrimination. Historically, Black Americans have scored about 1 standard deviation below the white mean, which means 15 IQ points. The concept that there exist other races comes in great part from our perception of the variation among people in the world and the variation that we know among those people with whom we were brought up. Dans les années 50, le monde entier commence à tourner le dos aux théories eugénistes et raciales qui avaient été utilisées à des fins génocidaires. Les communautés scientifiques entament une reconversion progressive et les scientifiques ouvertement racialistes sont marginalisés. Ils avaient donc 2 options, rejoindre des nouveaux programmes de recherche ou tomber dans l'oubli. L'UNESCO publie en 1950 la première déclaration sur la question raciale, visant à mettre fin à la notion caduque de race biologique. L'enjeu était bien de démontrer scientifiquement l'incohérence de ce type de catégorisation des humains. Dès les années 40, des anthropologues et sociologues défendent que les différences raciales étaient avant tout perçues à travers des considérations culturelles et historiques. La race était déjà perçue comme un concept mouvant qui échappait systématiquement à toute tentative d'essentialisation catégorique. On commençait à intégrer le fait qu'il n'était pas possible de tracer des frontières rigides entre races au niveau biologique, et que les variations observées dans les populations n'étaient pas qu'une question de génétique. Ces différences physiques étant expliquées par une histoire biologique, environnementale et migratoire des individus. Il était vain de chercher une nature biologique profonde aux stéréotypes raciaux. Malgré la première déclaration de l'UNESCO sur la race, certains ont continué de penser que si on ne pouvait pas déduire l'existence des races à partir des données, c'était à cause d'influences idéologiques. Ces influences idéologiques cachant la vérité et empêchant d'aborder scientifiquement et rigoureusement la question.
Ils étaient donc en désaccord avec la démonstration biologique de l'unicité des êtres humains et défendaient l'intuition raciste de différences innées entre les groupes. S'ils admettaient la fausseté des thèses nazies qui avaient selon eux juste manqué de prudence, il ne fallait pas s'arrêter pour autant. Sous la pression de ces scientifiques dissidents, l'UNESCO proposera une autre déclaration et se contentera d'un simple accord général sur l'unicité de l'humanité au lieu d'un consensus. La notion de race biologique était tout de même devenue obsolète et il fallait rejoindre des programmes plus consensuels pour étudier les différences humaines. Les nouveaux programmes de recherche sur les différences innées entre humains ont alors changé de terminologie. On ne parle plus trop de race, mais plutôt de population, groupe ethnique et de diversité génétique. La question s'est également posée d'utiliser des critères d'évaluation plus objectifs et naturels. Les généticiens et anthropologues des années 60 étaient par exemple particulièrement friands du groupe sanguin. Bah oui, c'est héréditaire, c'est fixe, ça n'évoque pas la couleur de peau. Pratique. L'OMS a collecté et documenté des données biométriques de plusieurs populations, comme la couleur de peau et de cheveux, le groupe sanguin et plein d'autres marqueurs génétiques. On avait banni le mot race, mais le principe était toujours là. Il y a des différences d'essence profondes entre groupes d'individus et on peut les observer à l'échelle moléculaire. Cette échelle rendrait alors les conclusions racistes indiscutables et ces données objectives permettraient ensuite d'effectuer des classements. Tous les scientifiques n'assumaient pas ces principes, mais pour d'autres, il n'y avait aucun scrupule. C'est par exemple le cas de Reginald Gates, qui publie à titre posthume en 1963 The Emergence of Racial Genetics. Cet ouvrage est décrit par l'historien Gavin Schaffer comme défendant un schéma racialiste, Gates ayant la conviction d'être porteur d'une vérité objective. Les détracteurs de cette vérité n'étant que des anti-sciences cherchant à imposer un agenda politique égalitaire. Amusant comme rhétorique, n'est-ce pas? On ne verrait pas ça aujourd'hui. Des scientifiques comme Gates menaient une lutte contre la nouvelle doxa idéologique et anti-scientifique. Les universités américaines sont gangrénées par le wokisme. En 60, ils sont allés jusqu'à créer leur propre journal avec un groupe de scientifiques explicitement suprémacistes, incluant l'ancien mentor de Joseph Mengele, Mankind Quarterly. Dans un climat de résurgence de politiques racistes et de développement simultané des luttes antiracistes, apartheid en Afrique du Sud et mouvement des droits civiques aux États-Unis, les membres de ce journal se sont lancés dans la bataille pour la relégitimation de leur thèse. C'est allé de la fustigation des scientifiques qui n'acceptaient pas le bon sens d'admettre que les étaient moins intelligents et plus fainéants que les blancs. Oui, c'est dans un article d'Henry Garrett, président de l'Association américaine de psychologie de l'époque, que Mankind Quarterly a publié en 1960, à la défense des crimes coloniaux à l'encontre des peuples autochtones des Amériques et de l'Australie. Ces écrits furent dénoncés par moult anthropologues et biologistes, mais ça n'arrêta pas Mankind Quarterly, qui n'avait pas besoin d'approbation académique. En effet, ce journal n'avait besoin que d'un espace d'expression et de moyens financiers. Et niveau thune, ils avaient un allié de taille. Wycliffe Draper, multimillionnaire américain et sympathisant nazi, monte en 1937 le Pioneer Fund, une fondation qui avait pour objectif principal de financer et disséminer des recherches racialistes et eugénistes. Le deal est simple. Le Pioneer Fund finance des scientifiques qui, en retour, soutiennent des idées ségrégationnistes et eugénistes en y ajoutant un vernis scientifique. Le Pioneer Fund et Mankind Quarterly ont largement survécu à la mort de Draper en 1972. La fondation sera reprise et soutenue jusque dans les années 2010, et au bureau éditorial du journal se succéderont quelques noms comme le biochimiste Gerard Meisenberg ou le psychologue Richard Lynn, des noms familiers qu'on retrouvera par la suite. On pourrait croire que cette entreprise est à la marge de la science qui s'est débarrassée du problème du racialisme. D'ailleurs, le Pioneer Fund et Mankind Quarterly fonctionnent en vase clos, et les publications de ce journal n'ont que peu d'impact dans le milieu académique mainstream. Sauf que, comme on l'a vu, avoir un impact académique n'est pas l'objectif. L'objectif est de fournir des arguments pour appuyer les discours racialistes, d'intellectualiser le racisme pour le rendre plus séduisant et pertinent. Et ça fonctionne toujours aujourd'hui, où des fascistes utilisent toujours ces recherches pour justifier leur position. Mais malgré ce fonctionnement à l'écart du milieu académique, ce dernier n'a pas été épargné par un retour d'un racialisme à peine camouflé. On a par exemple l'anthropologue Carlton Kuhn qui publia dans le plus grand des calmes en 1962 The Origin of Races. Selon lui, il y a donc 5 sous-espèces d'Homo sapiens séparées géographiquement. Les caucasoïdes, les mongoloïdes, les congoïdes, les australoïdes et les capoïdes. Son explication ? L'humain au Pléistocène s'est adapté à des environnements spécifiques et ça se verrait aujourd'hui au niveau génétique. Kuhn a également été membre du comité de patronage du Mankind Quarterly à la française, nouvelle école.
Cette revue était hébergée par un groupuscule suprémaciste français, la Nouvelle Droite, fondée par Alain de Benoist. Le but était de propager des réflexions sur, entre autres, la race et l'eugénisme, et d'importer les thèses de la sociobiologie pour refonder une droite et une extrême droite plus racialistes que la droite gaulliste dans les années 70, suite à la guerre d'Algérie. 7 ans plus tard, en 1969, c'est le tour du psychologue Arthur Jensen qui publie dans Harvard Educational Review un article qui défend une origine génétique aux différences d'intelligence entre les blancs et les noirs américains. On l'a abordé dans notre vidéo sur la génétique comportementale. Cette publication a suscité beaucoup de réactions et de controverses, et si elle aurait été à sa place dans les pages du Mankind Quarterly, il était surprenant de l'avoir diffusée dans un journal institutionnel. Les idées rendues marginales par la déclaration de l'UNESCO en 50 sont remainstreamisées et on retrouve les mêmes principes que les anciens programmes racialistes. Pour étudier les races et hiérarchiser les individus, les Jensen et compagnie ont mis en place un nouveau mode opératoire. Premièrement, déclarer qu'on ne fait que poser des questions sans a priori. Je vais poser toutes les questions. Et on ne fait qu'effectuer des mesures. Et ainsi passer pour des chercheurs objectifs et échapper aux accusations de motivation idéologique. Ensuite, trouver un substitut à la race en tant qu'essence à délimiter. Déterminer un ou plusieurs traits significatifs et surtout quantifiables à comparer entre groupes d'individus. Et enfin, postuler le caractère inné et immuable de ces traits qui diffèrent entre les populations. Jensen et la communauté des sciences cognitives, plus généralement, ont grosso modo profité à participer à l'essor d'un courant théorique, l'héréditarisme. Ces chercheurs s'intéressent à l'origine génétique de certains caractères, comme ici l'intelligence, et plus généralement à la transmission des traits comportementaux. L'avènement de l'épigénétique et des sciences sociales ont contribué à montrer l'importance de l'environnement et de l'écologie dans l'expression de ces traits. Là où ces données pousseraient normalement à étudier l'expression d'un trait en regardant les effets conjoints des gènes et de l'environnement, les héréditaristes considèrent que l'environnement est un facteur peu, voire pas important, et donc cherchent à quantifier de manière isolée une contribution qui serait purement génétique. L'intelligence a donc été essentialisée à travers des théories biologisantes et une vision déterministe de la génétique, ce qui leur sert à affirmer que l'éducation ne peut remédier convenablement aux écarts d'intelligence. Même si les recherches sur l'intelligence n'étaient pas toutes intrinsèquement racistes, il s'agissait d'un terrain très glissant pour les idées suprémacistes. Vu que l'intelligence est un concept flou au départ, il suffisait de le redéfinir d'une manière qui collait à des attendus racistes. Le prochain événement marquant sur le terrain de l'intelligence est la publication en 1994 de The Bell Curve par Richard Einstein et Charles Murray. Ces deux compères y défendent que l'intelligence est le meilleur paramètre pour prédire la situation économique d'un individu. Ils proposent une cartographie du QI en fonction de catégories raciales, économiques et de genre. Ils prétendent notamment montrer un écart d'intelligence inné entre les blancs, les noirs et les asiatiques. Ils avancent également que les forts taux de natalité des pays au QI les plus bas conduisent à une baisse nationale des capacités cognitives du pays. Après toutes ces constatations, ils proposent des politiques éducatives et sociales, du genre supprimer les aides sociales, qui pousseraient selon eux les familles pauvres à procréer et donc à participer au déclin du QI national. Le livre a été fortement critiqué pour son manque d'éthique, son danger politique et surtout pour son absence totale de rigueur scientifique. Le QI comme indicateur chiffré des capacités cognitives d'un individu a particulièrement été mis en cause. Il a également été montré de massives fraudes statistiques par Murray et Einstein. The Bell Curve était, et est toujours, une tentative grossière de réhabilitation des sciences raciales dans le domaine public. Le sociologue des sciences Rutledge Dennis fait même le lien avec l'histoire du racialisme scientifique en remontant jusqu'à Darwin et en affirmant que cet ouvrage contribue à présenter les Noirs américains comme de dangereux illettrés et des criminels. The Bell Curve est également rempli de références à des scientifiques contributeurs de Mankind Quarterly, dont Richard Lynn, qui est cité en tant que chercheur de renom en différences ethniques et raciales. On retrouve également plein de recherches financées par le Pioneer Fund. Richard Lynn, il est aussi l'un des contributeurs majeurs de la fameuse carte des QI. Ah, la carte des QI, un des joujoux préférés de l'extrême droite, la comète de Halley des FAF. On va aller rapidement parce que ça a déjà été traité en détail ailleurs. Admettons pour l'exercice qu'on trouve une quelconque validité au QI. L'anthropologue Rebecca Sear a livré une analyse des méthodes frauduleuses de Lynn. Le QI du Botswana, 69, déterminé à partir d'un échantillon de 104 lycéens tswanaphones âgés de 17 à 20 ans, testé en anglais. Le QI de la Somalie, 67, déterminé à partir d'un échantillon de réfugiés somaliens âgés de 8 à 18 ans, testé dans un camp kényan. Le QI de la Namibie, 66, déterminé à partir d'échantillons d'enfants hétérophones de 7 à 12 ans. Le QI de Haïti,
1983, déterminé à partir d'un échantillon de 133 enfants ruraux de 6 ans et de 54 enfants de 10 ans. Et ça continue comme ça, il n'y a pas la même rigueur d'échantillonnage entre les pays selon le continent. Il va même jusqu'à inventer des chiffres. S'il n'y a pas le QI d'un pays, il fait juste la moyenne des QI des pays voisins. Et on passe sur le fait de faire passer un test dans une langue pas maîtrisée. Mais in fine, au-delà de la malhonnêteté intellectuelle et de l'absence de rigueur manifeste, ce qu'il faut réellement en penser, c'est que le QI, on s'en branle. Se concentrer sur le QI pour étudier les différences entre populations amène deux problèmes majeurs. Premièrement, la méthodologie plus que discutable qui prétend recueillir une mesure de l'intelligence, et deuxièmement, le QI cadre les discussions sur une forme unique et rigide d'intelligence, et donc impose d'évaluer et de classer les populations en fonction d'un critère qui va mécaniquement privilégier les occidentaux. Sauf que le monde réel, c'est un peu plus complexe que simplement trouver la figure qui complète une suite logique. C'est plus que suspect de prétendre étudier avec objectivité l'intelligence à travers différentes sociétés en centrant la question sur le fait de performer une seule forme de culture légitime et dominante dans un environnement donné. Bref, aujourd'hui, un collectif de scientifiques engagés dans l'antiracisme scientifique appelle à ce que les journaux rétractent purement et simplement les papiers utilisant les données de Lynn. Et à juste titre. Ces programmes de recherche sont très pernicieux, car pour déceler leur racisme, il faut une grille de lecture informée. C'est d'ailleurs un des rôles de la génétique du QI, servir de barrière à l'entrée de la discussion. Et il regroupe aussi bien des chercheurs racistes que des chercheurs libéraux qui manquent de réflexivité sur leurs recherches. Ils ignorent les angles morts et les problématiques à la base de leurs travaux. Même si on peut le deviner, à aucun moment dans De Bellecarve ne seront explicitées les raisons des auteurs à mettre en avant les différences de QI entre races. Pourtant, ce choix n'a rien d'anodin. Et difficile de croire qu'il soit tombé sur cet axe de réflexion dans une pure quête d'objectivité scientifique. Le manque de questionnement des motivations à étudier certaines catégorisations d'individus persistera pendant toute la controverse liée à ces recherches. Il y a donc deux facteurs importants à la repopularisation des recherches racialistes. Premièrement, les chercheurs ouvertement racialistes qui se fraient un chemin dans le milieu institutionnel, et deuxièmement, des alliés qui contribuent sans trop se questionner. Et les avancées en séquençage du génome n'aideront pas à régler le problème. Luca Cavalli-Sforza est un généticien et anthropologue qui a participé au lancement du Human Genome Project en 1991. Son but était d'étudier l'histoire évolutive et migratoire humaine en séquençant le génome de plusieurs populations à travers le monde. On savait déjà à l'époque qu'il n'y avait pas de barrière génétique rigide entre les populations, mais Cavalli-Sforza pensait que certaines populations isolées avaient un patrimoine génétique préservé de certaines altérités. Ces populations pouvaient donc, selon lui, nous renseigner sur l'histoire génétique de nos ancêtres. Eh bien, ça n'a pas loupé. Même s'il n'y a pas d'idée explicite de race au moment de lancement du projet, il est quand même tombé dans l'écueil de catégorisation problématique pleine de biais racistes. L'hypothèse des populations isolées était ici chargée de stéréotypes culturels et d'une certaine hiérarchie. Comme ces populations n'ont pas les marqueurs de la modernité occidentale, alors elles sont probablement à un stade évolutif antérieur au nôtre. Ce qui, c'est faux en fait. Ces populations isolées n'étaient ni isolées ni uniques, et était tout aussi évolué que n'importe quel autre groupe d'humains, raison pour laquelle ce projet a provoqué une levée de boucliers au sein de la communauté des généticiens des populations. Il est important de noter ici que Cavalli-Sforza et beaucoup d'autres n'étaient pas racialistes, mais ce n'était pas une condition suffisante pour être préservé des biais racistes. Mais du coup, s'il y a eu une levée de boucliers, on a laissé ces populations tranquilles, non? Que vous êtes facétieux. Avec toutes les séries policières qui montrent la police scientifique dans les labos faire des analyses d'échantillons biologiques, on se doute bien qu'aujourd'hui, la génétique peut servir de preuve. Mais vous savez comment la génétique légale a été développée exactement? Eh bien, elle se base beaucoup sur les données génétiques issues de prélèvements de peuples d'Amazonie. Dans les années 80-90, le labo de Kenneth Kidd a profité des études du génome humain pour prélever celui des Caritiana et des Surui, afin d'étudier des variations entre les populations à l'échelle du génome. Il y avait le même présupposé sur ces peuples qu'étant préservés des brassages et des sociétés industrielles, ils étaient coincés à l'ère pré-moderne et donc pouvaient renseigner sur notre histoire évolutive. Exactement le même bail que Cavalli-Sforza. On étudie maintenant ces cas sous l'angle du colonialisme génétique. En effet, les prélèvements étaient effectués dans le mépris de la dignité des personnes sans le consentement éclairé des personnes concernées. Ces peuples n'étaient vus que comme des sources de données scientifiques dont on pouvait mépriser l'éthique et les croyances, et tout ça pour développer ce qui va servir à défendre l'usage judiciaire des données génétiques, mais également à la traque des minorités. C'était l'ambition de Bush après les attentats de 2001, au prétexte de la War on Terror.
il a largement financé la recherche en génétique dans le but de chasse à l'homme. Et c'est l'ambition actuelle de la Chine pour traquer les Ouïghours depuis les révoltes de 2016, chez qui on a prélevé le matériel génétique en prétextant un bilan de santé. Kidd a contribué activement à fournir ses services et données au ministère chinois de la Défense, et la célèbre entreprise américaine de matériel scientifique Thermo Fisher a fourni quant à elle la puissance technologique. En passant, les récoltes de données sur les populations d'Amazonie ont également servi à poursuivre l'expansion coloniale du Brésil dans les terres amazoniennes. En plus de tout ça, si on oublie l'aspect moral déplorable, le fait de bafouer la dignité humaine et de nourrir le suprémacisme, techniquement ça marche pas ouf. Déjà, à l'époque de Kidd, les méthodes utilisées étaient très critiquables car elles se basaient sur des hypothèses non vérifiées en termes de parenté, de distance génétique, de marqueurs d'intérêt, etc. Aujourd'hui, même si les choses ont changé, il y a toujours des limites. Si on fait des prélèvements d'ADN au sein d'un groupe avec peu de diversité génétique, comme dans les îles du Pacifique ou dans les populations indigènes par exemple, il y a de grandes chances de faire des attributions erronées et donc d'incriminer des innocents. L'échantillonnage des références utilisées pour les comparaisons est un souci, d'autant qu'aujourd'hui on biaise en la défaveur des minorités surreprésentées dans les crimes. On va même jusqu'à collecter les génomes de personnes incarcérées pour alimenter les banques de données par exemple. Much éthique. Ne parlons pas des tentatives cringe de reproduire un portrait robot à partir d'un génome. En fait, c'est probabiliste à mort et les chercheurs sérieux se méfient d'un tel usage dévoyé de la génétique à des fins policières qui ne ferait qu'accentuer une persécution déjà bien focalisée sur les minorités. On ne peut pas quitter le XXe siècle avant de parler de la plus grosse critique antiraciste scientifique. En 1972, le généticien Richard Lewontin publia The Apportionment of Human Diversity dans la revue Evolutionary Biology. Il a pris un vieux système de catégorisation raciale et il a montré qu'il y a plus de diversité génétique au sein d'une même race qu'entre les différentes races. Vous allez rire, pour avoir montré ça, Lewontin s'est pris une giga sauce. Prenons le temps de voir ça de plus près. La critique la plus sérieuse date de 2003. Anthony Edwards publie Human Genetic Diversity, Lewontin's Fallacy. Le cœur de son argument, c'est que Lewontin ne réfute pas la réalité biologique de la race, car les analyses génétiques permettent souvent d'inférer avec succès la race perçue de l'individu étudié, et que globalement, en augmentant la quantité et la qualité des données analysées, on augmente cette capacité à déduire la race génétique. Pour ce faire, on utilise une méthode dite de clustering qui permet de grouper des données génétiques similaires et d'obtenir ce qu'on appelle une matrice de corrélation, et on va pas détailler tout ça maintenant. Retenez juste que c'est à partir de ces fameuses structures de corrélation génétique qu'on peut faire des attributions entre marqueurs dans le génome et race. Du moins selon Edwards et les critiques de Lewontin, qui accusent ce dernier de ne pas tenir compte de ces structures de corrélation. Sauf que non, pas du tout en fait. Noah Rosenberg et Marcus Feldman montrent bien que 95% des variations de fréquences génétiques se trouvent au sein même d'une population. Donc même si Lewontin a mal estimé les proportions, son raisonnement est tout de même confirmé par des analyses solides. Ensuite, oui, c'est vrai, avec un certain nombre de marqueurs génétiques et les méthodes statistiques décrites par Edwards, on peut effectivement assigner des individus à des populations spécifiques. Si un individu possède les marqueurs de la drépanocytose par exemple, on peut sans risque l'associer à une population méditerranéenne, parce qu'il y a effectivement une ségrégation géographique de ces marqueurs. Et c'est le cas pour bien d'autres marqueurs qui, même si jamais à 100%, montrent quand même beaucoup plus de spécificité pour certaines populations que pour d'autres, et donc peuvent collectivement permettre d'inférer l'ascendance géographique des personnes testées. Sauf que ça n'est absolument pas en contradiction avec ce qu'affirme Lewontin. D'abord, il s'agit d'une poignée de marqueurs génétiques qui constituent l'exception et non la règle. Il n'y a absolument aucune raison de considérer cette poignée de marqueurs comme primant sur le reste du génome pour répondre à la question de la distribution de la diversité génétique des humains. Ensuite, il faut garder à l'esprit qu'inférer de cette manière une population d'origine d'un individu à partir d'un ensemble de marqueurs génétiques fonctionne précisément parce qu'on a construit ces populations à partir de traits qui présentent des différences drastiques à travers les territoires, genre la drépanocytose ou d'autres marqueurs sanguins. Donc c'est un peu tautologique. Et ces patterns géographiques qu'on observe pour ces marqueurs, ils correspondent pas tellement à la vision que les gens ont de la division raciale du monde. Et c'est tout le propos de Lewontin. Quand nous autres normistes voulons assigner un individu à une race, on se fonde sur une liste de traits phénotypiques et culturels assez superficiels, stéréotypés et complexes. Si on essaie de regarder les patterns de gènes liés à des traits plus complexes, comme l'intelligence, il n'y a pas de structure bien définie et déterminée, ce qui explique pourquoi on retrouve in fine une plus grande variabilité génétique au sein d'une même population qu'entre différentes populations. Enfin,
Pour ce qui est de l'histoire de ces structures de corrélation qu'on a mentionnées plus tôt, le généticien Charles Roseman est revenu dessus dans un article « Lewontin n'a pas fait de sophisme de Lewontin ». Sans trop entrer dans les détails, il affirme que les critiques de Lewontin, qu'il accuse de ne pas considérer les structures de corrélation, font eux-mêmes l'erreur de considérer des mauvaises structures de corrélation, car ils se basent sur un modèle évolutionnaire et une taxonomie raciale erronée, qui considère que les populations ont chacune indépendamment divergé au même rythme pour former des races différentes, ce qui biaise l'obtention et l'interprétation de ces structures de corrélation. Si on prend un modèle évolutionnaire plus fidèle, on obtient une structure de corrélation plus complexe. En d'autres termes, ce sont les critiques de Lewontin, qui sont pour la plupart des héréditaristes et des psychologues évolutionnistes, qui sont coupables du sophisme de Lewontin. C'est con quand même. Pour finir sur ce sujet, Lewontin n'a à aucun moment affirmé qu'il n'y avait pas de différence génétique entre les individus de populations différentes. And you see that there are huge differences in the frequency of the three forms of this gene, the Duffy blood group. Caucasoids only have 3% of FY and a roughly 50-50 numbers of these two, whereas people from Africa are 94% FY. And that's going to turn out to be very useful to us in asking some questions. And only 6% of FYA. But the Mongoloids are only 9% of this and 90% of this. So you see huge differentiation in this particular gene between these major groups, okay? That's a maximum. But notice, it is not the case that Africans are 100% of one thing and Mongoloids are 100% of another. There's always overlap, and that's an extreme point I want to make. We don't know of any gene which is race distinguishing. Here are three genes which, on the contrary, show extreme similarity in frequencies of the variant types. The Auberger factor, 62 to 38, 65 to 35. I don't have the data for Asians. XG, 2/3 to 1/3, 55 to 45, 55 to 40, and so on. So these are, I put these up to give you the outside limits of what we know. Some genes you can't distinguish by frequency at all between major groups, but there are a few genes in which there are big differences. But that's about all you can say. But I do want to emphasize again, I've said it 3 times and I'm going to say it again. We do not know of any gene which, if you've got it, you're certainly, that distinguishes you 100% from some other so-called racial group. I want to depart from these results for a moment to say that doesn't mean that there are no genes which are found in some mutations which are found in high frequency in some groups and not in others. We all know that Tay-Sachs disease is in very high frequency among Ashkenazi Jews and is essentially missing in many other groups. That's a special mutation which has risen in frequency for some reason we don't understand. We have guesses about it, but we don't really know. Or the famous case of sickle cell anemia, which is essentially unknown in Finland, but is very common in Mediterranean groups, not just African groups, by the way, but Mediterranean and East Indian groups as well. Various forms of abnormal hemoglobin are spread through the Mediterranean and West African groups. So it doesn't mean that because there's 85% variation within, that you can't find occasional genes which really do, as I showed you in the very first slide, or second slide, genes which are highly differentiated between groups. But they're not typical. And we don't need all these fancy data to know that, because we identify people of other races by things that are genetic. Skin pigment differences are genetic. What I'm trying to say is that the differences between those groups are only skin deep, if I can put it that way. And therefore, any claim, and this is the important point, any claim that because there are patent differences in skin color or height or hair form or eye shape or something between groups in different parts of the world, that implies that there are likely to be differences in genes that matter to any sensible person, genes that contribute to our ability to solve mathematical equations or to be nice to other people or something like that, if such genes exist, that carryover cannot be made, because the genes that are very different are the exception rather than the rule. Il est trivial qu'une structuration géographique des populations aboutisse à une stratification génétique de ces populations, sauf que cette stratification est une contingence historique. C'est le résultat d'une histoire sociale et politique des sociétés.
L'émigration, les ségrégations, l'endogamie et le contrôle politique de la reproduction au cours de l'histoire façonnent les structures qu'on observe, que ce soit des différences physiques, biologiques, psychologiques ou des génotypes. Cette structuration est le résultat du racisme, du nationalisme et du classisme, et pas à l'inverse d'une force naturelle surplombante. La critique de Lewontin porte avant tout sur la taxonomie raciale. Scientifiquement, elle n'a pas lieu d'être, car elle ne repose sur rien qui ne serait pas arbitraire et idéologiquement motivé. Du racisme. L'éthique des chercheurs sur les populations a fait l'objet de constants débats entre les années 50 et 90 au sein de la communauté des généticiens et des anthropologues. La mémoire de la période des sciences raciales et eugénistes était encore présente. Même en mettant de côté les chercheurs suprémacistes de Mankind Quarterly, on ne peut pas dire que les leçons avaient été tirées de l'histoire du racialisme. Le XXe siècle a été marqué par des tensions systématiques entre les communautés scientifiques travaillant sur la diversité humaine ou les différences innées entre les humains. Et le racisme encore ambiant de la société ne facilitait pas l'assainissement des nouvelles bases scientifiques de ces programmes. Au contraire, les idées racialistes se nichaient dans les moindres interstices du milieu académique et arrivaient à se frayer un chemin en usant de tous les euphémismes possibles pour se disséminer sournoisement. Le XXIe siècle ne sera pas exempt. And so something is 80 IQ in Saudi Arabia, 100 IQ in the West. So something is happening in these countries, which is that they are not pushing their people to their phenotypic maximum intelligence. The other meaning of race realism, which is the way I use it, not only is race real and racial classification a sensible way of dividing us biologically, but race is correlated with important traits such as intelligence. L'intelligence et le QI étaient des terreaux fertiles des sciences racialistes au XXe siècle, et ça a malheureusement continué au XXIe, mais il y a eu un transfert vers des journaux plus crédibles. Richard Lynn est par exemple passé de Mankind Quarterly à un journal beaucoup plus reconnu et mainstream. Personality and Individual Differences. Il y a par exemple publié en 2004 un article qui défend le fait que les juifs ont une meilleure intelligence que les non-juifs. Steven Pinker avait même fait en 2006 une longue revue sur le sujet en reprenant tous les concepts habituels de l'héréditarisme, de la génétique comportementale et de la psychologie évolutionniste. Le QI des juifs est une thématique régulière pour l'alt-right dans une version moderne du nazisme. Si les juifs dominent et conspirent contre nous, c'est en vertu de leur QI génétique supérieur. Lynn, accompagné de Gérard Meisenberg, a ensuite pris les rênes du bureau éditorial d'un autre journal respectable, Intelligence, jusqu'en 2018. Tiens, on va voir qui il y a dans le board éditorial. Est-ce qu'il y a des gens qu'on connaît? Il y a beaucoup d'Allemands. Qui c'est? C'est Fabien Roussel qui a dit que ça existait le racisme anti-blanc. Ça existe le racisme anti-blanc? Fabien Roussel? Bien sûr qu'il existe, mais le racisme anti-blanc, le racisme anti-noir, le racisme anti-chinois, anti-asiatique... Ouais, c'est pas le seul, mais ouais. Ouais, il peut aller manger ses morts, hein, écoute. Ouais, donc ouais, au bureau éditorial... Ouais, c'est vrai que c'est éblouissant tellement c'est blanc. Hein. Leur présence est considérée aujourd'hui comme une erreur embarrassante de la part de leurs collègues. Mais ils ont quand même eu le poste à l'origine. Oh non! On savait pas que c'était des nazis! Richard Ayer, ancien éditeur en chef d'Intelligence, fait partie des personnes embarrassées. On savait pas que c'était des nazis! Interrogé par Angela Saini pour son livre supérieur The Return of Race Science, il décrit les recherches sur les différences innées entre groupes humains comme délicates. De son propre aveu, elle constitue effectivement un risque de résurgence ou de développement de nouvelles théories racialistes. Et si on se focalise assez naturellement sur ce qui est publié dans la littérature, on oublie souvent ce qui n'a pas été accepté pour publication. Ayer a admis avoir vu régulièrement passer des papiers en soumission qui étaient ouvertement racistes, avec des prescriptions politiques explicites extrapolées abusivement à partir des données présentées. Ces papiers sont rejetés dès réception pour la plupart. Mais cette anecdote est assez révélatrice du problème. S'il y a des tentatives de percer des sciences raciales dans les revues mainstream, alors ça signifie qu'on mène encore des recherches en sciences raciales. Ayer ne se dit pourtant pas fermé à l'idée de mener ce genre de recherche au nom de la liberté académique. Et malgré son embarras au sujet de Lynn et Meisenberg, il défendra tout de même la place de quelques travaux racistes. En fait, il n'y a vraiment qu'un seul Richard qui tient la route dans toute cette histoire. Donc les héréditaristes affirment que les traits comportementaux sont principalement déterminés par des facteurs génétiques. Pour ce faire, ils utilisent entre autres les méthodologies des études de jumeaux.
La méthode moderne de ces études se base sur les différences entre jumeaux monozygotes qui partagent 100% de leur patrimoine génétique et jumeaux dizygotes qui partagent 50% de leur patrimoine génétique. En comparant les similarités de comportement entre les mono et dizygotes, il serait ainsi possible, selon les généticiens du comportement, de déterminer la part de déterminisme génétique et d'héritabilité des traits comportementaux. Mais il s'agit là d'une conception simpliste de l'expression des traits qui néglige l'interaction entre les gènes et l'environnement. Vous avez certainement entendu ou lu que tel trait comportemental ou de personnalité est héritable, et par extrapolation que c'est déterminé par les gènes, et on doit ça à la génétique comportementale qui sort des estimations d'héritabilité d'un trait à partir de ces fameuses études de jumeaux. Sauf qu'il y a confusion. Désolé si vous avez cru à toutes ces histoires parues dans la presse qui affirment une origine génétique à vos traits de personnalité en se basant sur ces études. Il y a de fortes chances que ce soit de la poudre de perlimpinpin. On a déjà parlé dans notre vidéo sur la génétique comportementale. L'héritabilité est un paramètre statistique utilisé initialement dans l'élevage et l'agriculture. C'est la variabilité d'un trait qu'on peut attribuer à la variabilité des gènes. Et ça n'a rien à voir avec l'hérédité, qui correspond à des mécanismes de transmission d'un caractère à la génération suivante. Mais une confusion et conception très bas du front a poussé les chercheurs investis dans ces calculs à conclure à une part génétique du comportement humain et de l'intelligence indépendante de l'environnement. Alors qu'on sait que les hypothèses à la base de ces méthodologies ne sont pas vérifiées, voire sont en complet décalage avec ce qu'on sait de la biologie moderne. Cette notion d'héritabilité était déjà débunkée par le bon Richard Lewontin. Il y consacre un chapitre d'ouvrage intitulé The Analysis of Variance and the Analysis of Causes, dans lequel il épluche toutes les mauvaises conceptions à l'origine des calculs de variance, dont l'héritabilité, qui sont confondues avec les déterminations des causes de l'expression d'un trait biologique ou psychologique. Ce qu'il faut retenir, c'est que, premièrement, une valeur d'héritabilité est purement contextuelle. Même correctement estimée pour une population, elle ne s'applique pas à d'autres populations dans des environnements différents. Deuxièmement, on ne peut pas prédire a priori comment les phénotypes d'individus vont évoluer à travers différents environnements ou à travers leur descendance. Troisièmement, les hypothèses à l'origine des estimations d'héritabilité ne sont pas vérifiées et n'ont pas de fondement dans la biologie moderne. Compartimenter contribution génétique et contribution environnementale n'a pas de sens. C'est comme demander qu'est-ce qui contribue le plus à l'aire d'un rectangle, la largeur ou la longueur ? Quatrièmement, les héréditaristes cherchent à quantifier à quel point la génétique joue un rôle avec leur valeur d'héritabilité. 0, les gènes jouent aucun rôle, et 1, le trait est complètement déterminé par la génétique. Mais c'est hyper simpliste. Par exemple, la phénylcétonurie est une maladie d'origine génétique, transmise par hérédité, mais elle s'exprime plus ou moins en fonction de l'alimentation, donc de l'environnement. Cinquièmement, les héréditaristes confondent également corrélation et cause. Là aussi, prenons un exemple, avec une expérience de pensée inspirée de celle de Christopher Jenks. Imaginons une société construite de telle sorte qu'elle pénalise plus les noirs que les blancs dans l'accès à la santé et à l'éducation. Une société totalement hypothétique et imaginaire, hein ? On imagine, c'est fiction, voilà, on se met dans l'ambiance. Ok. Comme il y a une différence de fréquence des gènes impliqués dans la couleur de peau entre les blancs et les noirs, on pourra alors estimer une héritabilité non nulle de la classe sociale sur la base de cette variabilité génétique. Une fréquence des gènes de la couleur de peau serait donc bien corrélée à la classe sociale. Mais on comprend aisément que ça ne signifie en rien que les gènes de la couleur de peau causent la classe sociale. C'est une corrélation fortuite, résultat du racisme de cette société imaginée, toujours imaginaire complètement. En clair, l'héritabilité ne donne aucune information pertinente sur ce qui détermine un trait ou ce qui permet de le modifier, du moins chez l'humain. Elle ne dit rien de ce qui est inné ou acquis, pour peu que ça ait encore un peu de sens. Ça n'en a pas, ça n'a pas de sens. Ce serait bien que le mémo passe, en particulier chez les fans de la psychiatrie génétique qui continuent à vouloir estimer l'héritabilité de la schizophrénie ou de l'autisme en dépit de ce qu'on sait aujourd'hui sur la valeur de ces estimations. Les héréditaristes utilisent donc ces méthodologies dans un large panel de disciplines comme la psychologie, l'économie, les sciences politiques ou la criminologie, pour conforter des thèses essentialistes sur le comportement et l'intelligence. Même si les intentions derrière ne sont pas forcément douteuses, le recours à ces méthodologies montre une conception assez faible et du biologique et du social, comme si c'était deux strates complètement séparées et sans interaction. C'est comme ça que Jensen a défendu l'héritabilité du QI à 80% et donc une différence innée d'intelligence entre les blancs et les noirs, et c'est comme ça que les sciences raciales aujourd'hui basent aussi tout leur programme.
À l'époque de Galton, le mot d'ordre était qu'un problème biologique ne pouvait appeler qu'à une solution biologique. Les héréditaristes aujourd'hui mettent un peu d'eau dans leur vin en disant que des politiques égalitaristes ne pourraient pas régler des inégalités supposées être d'ordre génétique. Évidemment, ça plaît à l'extrême droite, mais pas que. Les libéraux conservateurs voient dans cette perspective l'opportunité de remodeler les politiques publiques de manière plus individualiste et personnalisée, en faisant mine de s'appuyer sur une approche scientifique rigoureuse. Cette volonté de renseigner la politique par la génétique est défendue par la généticienne comportementale Catherine Page Arden, qui, dans The Genetic Lottery, milite pour l'utilisation d'études pangénomiques. Ces études en question, on en a déjà parlé. On les appelle aussi GWAS, pour Genome Wide Association Studies. Elles se sont développées au début du siècle suite à l'avènement des nouvelles générations de séquençage haut débit et peu cher. Pour les décrire simplement, on prend une population qui surexprime un trait en particulier et une population contrôle, et on compare la différence de fréquence de variants de gènes entre ces deux populations. Les corrélations entre les variants de gènes qui auraient un effet et les valeurs des traits étudiés sont résumées dans un paramètre statistique, le score polygénique. Conceptuellement, il joue le même rôle que l'héritabilité des Twin Studies. Techniquement, les GWAS sont supposées être plus rigoureuses, avec une plus grosse puissance de calcul et une focalisation directe sur l'ADN. C'était d'ailleurs l'espoir des généticiens du comportement, de supplanter les Twin Studies avec des techniques moléculaires et établir un index des scores polygéniques de traits comportementaux, de l'intelligence, etc. Sauf qu'elles déçoivent plus qu'autre chose. Elles poussent à revoir à la baisse toutes les précédentes estimations d'héritabilité, et elles ne sont pas exemptes de limites. Mal interprétées, elles camouflent facilement des biais. Stratification de la population, interaction gène-environnement, rien de nouveau en soi. Et plus encore, elles ne permettent pas plus que les Twin Studies d'accéder aux mécanismes causaux dans l'expression d'un trait. Ce sont à la base des études corrélatives qui servent de préalable à des études plus poussées pour lier des gènes à des fonctions métaboliques précises. Même en médecine, l'usage prédictif des scores polygéniques liés à des maladies n'a pas tellement avancé en 20 ans, malgré la constante surenchère des échantillons de génome utilisés dans ces études, à coup de « frère, juste 1 million de génomes de plus, frère, t'inquiète, il faut juste un peu plus de variants par frère, juste un GWAS de plus, frère, on va gagner, on va gratter 0,3% de précision, promis frère, juste une dernière !» Bon bah face à ce constat, au lieu d'être dans la prudence, Page Arden a plutôt décidé de vendre un bouquin, dans lequel elle défend une politique éducative ciblée en utilisant les scores polygéniques du niveau scolaire. Ouais, parce que apparemment c'est un trait biologique, parce qu'elle considère qu'une politique d'égalité universelle est un gaspillage d'argent. Même conclusion pour la santé publique, il faudrait tendre vers une médecine personnalisée à la carte, en utilisant des cartographies des gènes liés à des prédispositions à des maladies, en laissant derrière nous l'idée d'une sécurité sociale universelle. Miam miam, les assurances santé, On vous laisse en description une recension critique de son ouvrage faite par le biologiste Kevin Bird qu'on a traduite avec des camarades. Le site du généticien statistique Sacha Gusev, bien qu'un peu technique, revient également sur toutes les histoires d'estimation de scores polygéniques éducatifs et montre comment Page Arden s'emballe un peu trop. Retenez au moins qu'elle ne pêche pas seulement par le constat politique, mais également par les approches techniques et scientifiques qu'elle tente de mobiliser pour appuyer son propos. Vu la qualité de ces études, on peut affirmer qu'on a déjà des moyens plus pertinents à notre disposition pour défendre des politiques éducatives et sanitaires efficaces. Mais dans les faits, leur insistance sur l'usage de la génétique en politique traduit moins une envie de réduire les inégalités qu'une volonté de les gérer rationnellement. Car, dans leur cadre de pensée déterministe, ces inégalités, d'intelligence et de niveau scolaire par exemple, s'imposeraient à nous. Ce que les généticiens du comportement proposent, c'est d'orienter plutôt les élèves vers des cursus qui correspondraient à ce que leur patrimoine génétique prédit quant à leur futur niveau scolaire, et de personnaliser l'enseignement en fonction du profil génétique. C'est ce que Robert Plomin, psychologue / généticien, propose par exemple. Toby Young, un co-auteur de Plomin, va plus loin en proposant qu'on adresse le problème avant même leur naissance, en sélectionnant les embryons en fonction du QI prédit, ce qui n'est ni plus ni moins qu'un eugénisme progressiste. Vous avez entendu les guillemets ? On est simplement dans une logique de continuité des politiques de ségrégation sociale, mais cette fois, on peut dire que c'est rationnel, parce que c'est justifié par la génétique. Faire des gènes les causes premières, au-delà du fait que c'est scientifiquement inepte, on ne le répétera jamais assez, c'est surtout une manière de naturaliser les disparités et de relativiser le rôle joué par les politiques, tout en clamant régler biologiquement le problème. On le rappelle, la plupart des corrélations entre patterns de gènes et conditions socio-économiques ont pour origine des politiques démographiques inégalitaires, racistes, ségrégationnistes, etc., qui vivaient à contrôler la reproduction, l'émigration
et les opportunités économiques de certaines populations au sein des territoires. Il n'est donc pas sérieux de faire une inversion des causes et des effets dans ces corrélations. Mais dis-moi, Jamy, d'où viennent ces millions de données génomiques utilisées dans ces études? Ah, content que tu le demandes. Les deux sources principales de données génomiques utilisées dans la plupart de ces études en génétique comportementale sont les banques de données nationales récoltées par des laboratoires de recherche, comme la NIH ou la UK Biobank, ou les entreprises privées de séquençage génomique récréatif, comme 23andMe. Vous savez, ce sont ces fameuses sociétés qui offrent notamment des services interdits en France. Vous crachez dans un tube, vous payez quelques centaines de dollars et ils vous renvoient une carte avec les pourcentages de gènes bretons, de gènes siciliens, de gènes mongols et de gènes malgaches que vous avez dans votre génome. C'est rigolo, hein, de se faire de la thune sur l'exploitation des crises identitaires auprès de certaines personnes à qui on a fait croire que les marqueurs biologiques sont ce qui définissent une appartenance ethnique. C'est pas du tout douteux le marketing autour de ces services qui proposent parfois de remonter à vos origines lointaines, dans la mesure où, entre autres choses, on ne peut pas disposer a priori des données nécessaires pour remonter au patrimoine génétique de nos ancêtres au-delà d'un certain nombre de générations. Comment on pourrait encore plus convaincre les gens d'utiliser nos services? Et si on disait que les génomes récoltés serviront à la recherche biomédicale? Génie! Mais oui, qui ne veut pas contribuer à vaincre Alzheimer ou le cancer? Bon, accessoirement, il utilisera aussi votre génome pour des études shady en génétique comportementale qui n'ont rien à voir avec des recherches biomédicales, mais bon, c'est la science, hein, quand même. Bon, les youtubeurs, vous devez manger, vous avez des salariés à payer, ok, mais les pubs sponsors MyHeritage ou Ancestry, c'est plus possible aujourd'hui en fait. Ces firmes sont toutes, sauf innocentes, dans le contexte des sciences raciales. Elles alimentent des fantasmes sur l'identité sous un voile de scientificité, souvent en trompant les consommateurs, et servent à des suprémacistes voulant prouver scientifiquement, vous avez entendu les guillemets, leur blanchité. Exemple parmi d'autres, le groupe suprémaciste finlandais Ilwatch a récupéré à son compte des travaux d'histoire mobilisant de la génétique des populations pour défendre la pureté, la blanchité et la blondeur de l'identité finlandaise, qui ne serait donc pas diversifiée. Les mots de Ilwatch sont assez révélateurs. Nous n'avons pas la moindre trace de sang dégueulasse de nez en nous. Certains forums suprémacistes blancs demandent pour être intégrés à ce que vous fournissiez un résultat de séquençage génomique qui doit prouver que vous n'avez pas de gène juif ashkénaze. On appelle ça le script de la joie. Ces exemples sont une des preuves du problème que posent ces services dont la logique interne repose sur du cherry-picking et une catégorisation ethnique questionnable. Aaron Panofsky et ses collègues ont mis en évidence dans une étude parue en 2020 les formes de mobilisation de la génétique comportementale et des thèses héréditaristes par les suprémacistes blancs, et la manière dont ils se servent de ces sciences pour recadrer les discussions scientifiques et politiques autour des questions raciales. C'est un phénomène bien étudié, qui n'a rien d'anodin, et qui devrait alerter les chercheurs des disciplines concernées. Mais lorsqu'il s'agit de se prononcer sur les usages abusifs et opportunistes de leurs travaux, ces chercheurs vont avant tout adopter des postures défensives, considérant que ce sont ceux qui critiquent les dérives qui portent atteinte à l'intégrité de tout leur champ et menacent leur recherche, pas ceux qui sont à l'origine de cette dérive. Une logique implacable. Italy is the people of Italy. It's good to be proud of German culture, German values, and not to lose that in some sort of multiculturalism that dilutes everything. À l'heure de cette vidéo, on est en 2025. Enfin, j'espère si Omar n'a pas procrastiné sur le montage. Pardon Omar. Concrètement, qui parle encore de race génétique? Où? Comment? Pourquoi? À l'heure actuelle, c'est surtout dans les réseaux américains et anglo-saxons d'extrême droite que la génétique raciale et les recherches sur l'intelligence ont le vent en poupe. Un article du Guardian paru en octobre 2024 met en évidence un petit réseau de recherche scientifique sur les races qui est financé par des patrons de la tech US. Ce réseau se nomme la HDF, Human Diversity Foundation, en référence aux héréditaristes racistes qui euphémisent leurs revendications racialistes en ligne derrière le terme de Human Biodiversity, ou HBD. On doit ce terme au journaliste suprémaciste Steve Sailer, qui a fondé la Human Biodiversity Institute dans les années 90. Même but que la HDF d'aujourd'hui, il s'agissait de parler de race humaine et de proposer des éléments de langage sous couvert de scientificité et de rationalité. Les HBD se retrouvent dans des forums d'extrême droite mais comptent aussi des scientifiques. Le Human Biodiversity Discussion Group était une des mailing lists des années 90 dédiées à ce sujet, et regroupait des chercheurs comme Steven Pinker, Jonathan Marks et Charles Murray.
La HDF trouve ses sources de financement auprès de businessmen un peu portés sur les sujets controversés. Elle avait par exemple reçu initialement un financement d'1 million de dollars de la part d'Andrew Conroe, un gars qui avait fait fortune grâce à des sites de rencontres et qui a retiré son soutien après avoir été approché par le Guardian. Oh bah en fait on lui a fait croire que c'était juste des recherches académiques non partisanes. La HDF ne se refuse pas à effectuer des réunions pour parler de remigration, voire de faire des propositions politiques en matière d'immigration dans leurs productions scientifiques. Oui, des productions non partisanes bien sûr. Les HBD sont bien vivants outre-Atlantique et possèdent des relais qui jusqu'alors étaient restés relativement confidentiels en Europe. Matthew Frost, un ancien prof, a monté un blog qui compte bon nombre de contributeurs au milieu journalistique et académique, sur lequel il partage depuis 2022 des productions intellectuelles en tout genre qui touchent au QI et à la race. Dans ses propres mots, plutôt être lu par une poignée de milliardaires que par des dizaines de milliers de normies. Le blog a été racheté par HDF, qui l'utilise pour partager des idées controversées. Oui, parce que l'Amérique a besoin de racialisme, c'est juste une idée controversée, oui. Affirmatif. Les membres de ce réseau s'infiltrent typiquement dans tous les partis d'extrême droite dans leurs pays respectifs, pour y distiller leurs idées. Frost était par exemple plusieurs fois présent à des meetings de l'AfD, le parti d'extrême droite allemand. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, l'extrême droite un peu partout dans le monde reprend dans le plus grand des calmes les éléments de langage des scientifiques racialistes. Au Royaume-Uni, un candidat aux élections sous la bannière de Nigel Farage est pris la main dans le sac, en train de baver. L'importation d'un grand nombre d'Africains subsahariens et de musulmans qui se reproduisent entre eux entraîne une baisse importante de quotient intellectuel. Trump, de son côté, sortait pendant sa campagne You know, now a murderer, I believe this, it's in their genes. And we got a lot of bad genes in our country right now. Lui, et Elon Musk d'ailleurs, se disent ouvertement très intéressés par la génétique. Mais une génétique bien précise, si vous avez bien suivi. Le réseau maintenant appelé X a assez mal évolué depuis son rachat, donnant encore plus de voix à toute la poubelle raciste et fasciste en ligne, dont les HBD. Des gros comptes à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés partagent régulièrement des papiers indigents et des idées pourries en ligne sur la génétique, l'intelligence et les races. On y surprend Musk en train de commenter à plusieurs reprises en acquiesçant. Grâce à lui, ils ont concrètement gagné énormément de portée. Le blog de Frost, mais également Quillette avant lui, ont servi de porte-document à toute cette clique. Et évidemment, il suffit de quelques lecteurs avec de grands pouvoirs, comme être propriétaire d'un réseau social par exemple, pour que ça infuse avec des conséquences politiques désastreuses. HDF est présidé par Emil Kierkegaard, un chercheur indépendant danois vivant en Allemagne. Il a maintes fois publié dans Mankind Quarterly des recherches liées à l'intelligence et la race, dans les branches les plus extrêmes de l'héréditarisme. C'est un suprémaciste blanc, très actif sur les réseaux sociaux pour y partager ses publications de merde, qui t'assène un « HDF n'a pas d'affiliation politique, ce groupe n'est motivé que par les principes des Lumières, la raison, la science, l'ouverture d'esprit et la liberté d'expression. » J'imite bien les Danois, hein. Et quand tu te penches sur les groupes de travail de l'HDF, ça te parle de la dysgénie, de Wikipédia qui est trop de gauche, de remigration. Émile y est personnellement favorable d'ailleurs, hein, et de si le progressisme est une maladie mentale. Tiens, on vous le remet pour le plaisir. HDF n'a pas d'affiliation politique, ce groupe n'est motivé que par les principes des Lumières, la raison, la science, l'ouverture d'esprit et la liberté d'expression. En France, on a malheureusement aussi quelques demi-habiles qui tentent de populariser des grandes idées issues des sciences héréditaristes. Ils le font tantôt pour susciter du racisme de manière sournoise, tantôt pour naturaliser le masculinisme. On a Julien Rochdy qui a partagé la carte des QI en reprenant le raisonnement héréditariste autour de l'héritabilité du QI et qui est friand des thèses de la psychologie évolutionniste. Pareil pour Thaïs Descuffon, influenceuse nazie qui s'inspire beaucoup de la psychologie évolutionniste pour défendre l'ordre naturel patriarcal. Plus récemment, on a Alexandre Allégret-Pilot, député ciotiste, LR-RN, qui a tweeté la carte des QI. Original, tiens. Et puis, on a aussi un groupuscule rationaliste qu'on nommera pas en fait, ainsi que d'autres youtubeurs et microblogueurs nationalistes et d'extrême droite qui repartagent de temps à autre les productions héréditaristes comme Richard Lynn, Philippe Rushton et The Bell Curve. Au final, ce qui nous distingue en France, c'est qu'on n'a pas vraiment de scientifiques très reconnus qui versent dans des programmes de recherche border,
et qui seraient hébergés dans des départements universitaires ou des laboratoires publics. Et même si quelques idées racialistes tournent en ligne, il n'y a pas encore cette grosse percée dans le champ politique. Évidemment, ça ne signifie pas qu'on n'y parle pas de façon ouvertement raciste, validiste, etc. Mais ces discussions ne s'encombrent pas tellement du jargon des sciences raciales. On n'entend pas que l'intelligence des Arabes étant héritable à 80%, alors il faut multiplier les OQTF. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, effectivement, un vieil académicien gâteux a bien proposé de stériliser les toxicos, en prétextant que quand ils se reproduisaient, ils transmettaient leur marqueur épigénétique de toxico. On sait pas d'où ça sort et c'est évidemment éclaté, ça pue le vieux facho, etc. Bref, ça vaudrait le coup de rester prudent malgré tout. Parce que mine de rien, on héberge des grosses têtes mal pensantes qui, si elles ne sont pas ouvertement racelardes, jouent bien les idiots utiles des héréditaristes. En témoignent les maintes fois où Olivier Babot, tweetos professionnel payé par nos impôts, s'est désolé de ne pas avoir les sciences sociales se baser plus que ça sur la biologie. Ou s'est vu reprendre des mèmes directement issus de l'extrême droite transphobe. Ou Peggy Sastre, journaliste anti-scientifique qui se fait littéralement le relais de toutes les productions intellectuelles qui visent à naturaliser l'ordre social sexiste et raciste sous des prétextes parfois pseudo-bienveillants, genre pour lutter contre les inégalités médicales. Peggy. La réalité biologique derrière les inégalités raciales en médecine, elle implique le racisme et la négligence de certaines spécificités métaboliques de certaines populations. Ça n'implique en aucun cas la race biologique. L'extrême droite en ligne, obsédée par la génétique raciale et l'intelligence des populations, opte pour une communication qui prend des atours d'une science citoyenne et populaire. Il faut bien qu'on comprenne ça et qu'on décortique ces méthodes. Parmi les racialistes et héréditaristes en herbe, il n'y a en réalité qu'une partie relativement faible qui va tenter de débattre des estimations d'héritabilité, des méthodes de clusterisation, des différents modèles de régression, etc. Pour une autre bonne partie, la stratégie de communication est plus simple. Partager des factoïdes en lien avec la génétique des populations, en y ajoutant parfois un vocabulaire racialiste. Partager des graphes qui sont très suggestifs et bombarder de mèmes. Ce ne sont ni plus ni moins que des outils de propagande qui sont utilisés de manière agressive. Le truc, c'est que la majeure partie de la population n'a pas les outils nécessaires pour analyser de façon critique des graphes qui, de prime abord, ont l'air sérieux. Tenez ce graphe, par exemple. Il revient constamment chez les racialistes. Vous voyez vaguement des clusters éparpillés qui correspondent à des populations géographiquement isolées les unes des autres. On vous dit que ça mesure une distance génétique, bingo! Ça montre bien qu'il y a des races humaines génétiquement distinctes. Sauf que non. Et pour le contester, il faut savoir que ce genre de représentation est issu d'une méthode statistique particulière, une analyse en composantes principales, dont le but est de regrouper des données multidimensionnelles, typiquement des données génomiques d'individus, en les projetant sur un plan en 2D où chaque axe correspond aux composantes qui décrivent le mieux les variations génomiques entre ces données. Pour faire simple, les données vont se regrouper et former différents clusters en fonction de leur similarité génétique, genre leur lien de parenté, l'ascendance ou leur origine géographique. Sauf qu'évidemment, la CP comporte des biais. Elle est notamment sensible aux marqueurs génétiques utilisés et à l'échantillonnage des populations étudiées. Sur ce genre de graphe, on accentue d'autant plus l'éloignement entre les clusters lorsque les échantillons proviennent de populations de zones géographiques continentales très éloignées. Idem, les distances et l'agencement des clusters sont sensibles à la taille de l'échantillon, rendant difficile de tirer des interprétations même légitimes en génétique des populations sans tomber dans du cherry picking ou du raisonnement circulaire. Vous prenez la population de Grande-Bretagne et oh, bah, on observe aussi des clusters différents. Oh bah j'imagine que ça doit certainement signifier que ce royaume héberge des races de Britanniques différentes. Quand on étend l'échantillonnage de manière géographiquement plus continue, on se rend compte que c'est plus aussi discret. Ça ressemble beaucoup plus à un continuum. Et ça n'a rien d'étonnant vu que ça représente ce qu'on sait par ailleurs de l'histoire des populations humaines remplies de migrations, de brassages, etc. Ignorer ces connaissances historiques en se contentant de faire parler les données, en sachant qu'elles sont sensibles à tout un tas de biais techniques, c'est la garantie de plaquer des interprétations hasardeuses, voire contradictoires, d'une étude à l'autre, de la dynamique et de l'origine des populations. Oui, mais tu vois bien qu'il y a des séparations génétiques entre les extrémités, donc bon, même si c'est un continuum, Oui, Julien, mais on va se répéter du coup. Personne n'a dit qu'il n'y avait pas de différence génétique entre les populations. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'existe pas de frontières discrètes entre les populations qui feraient office de séparation raciale au niveau biologique. Qu'est-ce qu'il est con, Julien, putain. Mais bref, le propos initial était qu'on n'a malheureusement pas tous les outils pour déceler les failles de tels arguments quand on n'a pas fait un master de bioinformatique génomique. Et ils le savent. Donc, il faut au mieux choper quelques ressources qui permettent d'être armés.
vous en trouverez en description. Et au minimum, ne pas se laisser impressionner par la mémification des données soi-disant scientifiques. Les racistes tentent de camoufler leur propre ignorance des subtilités techniques derrière ces données, qu'ils nous foutent sous le nez en misant sur notre ignorance. Ça veut se donner des airs scientifiques alors qu'il faut vraiment se baser que sur des vibes pour parler de races distinctes, juste parce qu'il y a des clusters éloignés dans un nuage de points. Mais ça signifie aussi que si, en tant que scientifique, on veut s'engager pour lutter contre la propagation du racisme scientifique, il faut en apprendre davantage sur les méthodes de propagande utilisées en face. Des scientifiques engagés dans l'enrayage du racisme scientifique actuel, on en a Kevin Bird, le généticien des populations Jedediah Carlson, le généticien et vulgarisateur Adam Rutherford, et les anthropologues Rebecca Sear, Agustín Fuentes et Catherine Townsend sont par exemple investis dans une critique antiraciste de leur discipline, mais également des autres disciplines qui se réclament d'un réductionnisme biologique comme en psychologie. Leur critique est large, dans la mesure où elle inclut autant des questionnements d'ordre scientifique et technique que des prises de position politiques et éthiques qu'ils estiment nécessaires pour en terminer avec cette continuité historique que leur science entretient avec le racisme. Panofsky a lui aussi récemment publié avec des collègues un article de perspective sur ce qu'il faudrait mettre en place pour que la génétique ne soit plus mobilisée à des fins racistes. Et ils sont beaucoup plus sévères. Grosso modo, parler d'instrumentalisation ou d'appropriation, c'est déjà minimiser le problème qui est que la génétique humaine se dote encore aujourd'hui d'instruments et de concepts qui permettent la racialisation. On peut penser aux marchands d'armes. La génétique humaine n'utilise pas ses armes pour commettre des crimes, mais en vend encore quand même. Les raisons à ça sont multiples, mais il y a notamment le fait que les généticiens sérieux sont conscients de l'importance du contexte environnemental dans les mécanismes biologiques. Mais comme c'est compliqué de déterminer ce contexte précisément, il est absent de la plupart des articles qui se contentent donc de discuter en des termes très gène-centrés. Ce problème est donc plus pragmatique que scientifique. Ce n'est pas que le contexte ne compte pas, c'est que le décrire est trop complexe et fastidieux. Ça peut se comprendre, mais est-ce qu'on peut s'offrir encore ce luxe de la simplicité, voire du simplisme, surtout si on sait qu'on perd en puissance de description et de prédiction, en ne parlant pas assez du contexte environnemental de notre objet d'étude. D'autres problèmes sont à noter, comme le fait de mentionner une ascendance géographique ou d'utiliser une catégorisation ethnique, quand ça n'apporte rien aux propos génétiques. Au-delà de l'aspect technique, on sait qu'on donne du grain à moudre aux racistes, ce qui ne devrait pas être pris à la légère en invoquant des raisons purement techniques. Les scientifiques antiracistes sont présents et engagés, mais les grands absents sont les généticiens du comportement, à quelques exceptions près comme Eric Turkheimer. Les raisons sont historiques, relire Misbehaving Science. Mais grosso modo, ils ont frontiérisé leur discipline et considèrent que les usages racistes de leurs résultats sont hors de leurs frontières, donc peu dignes d'intérêt. Même si, comme on l'a dit plus tôt, sans forcément utiliser eux-mêmes les armes, ils continuent de les fournir. Le truc, c'est que ces scientifiques sont inscrits dans une constellation d'acteurs, aux côtés de journalistes et de politiciens, qui fournissent des prises pour mettre les questions de la nature de nos comportements à l'agenda, puis les imposer dans un cadrage raciste du débat public. C'est facile donc pour ces scientifiques de se défendre, car ils n'ont pas le travail dégradant et explicitement raciste à effectuer, et peuvent se cacher derrière la science. Même les scientifiques pas aussi manifestement racistes reproduisent ce cadrage, vu qu'ils sont pris dedans. L'apparat d'objectivité scientifique participe surtout à cette dépolitisation et à leur naïveté politique. Ensuite, les sciences biocomportementales ont une culture épistémique ouverte, ce qui signifie qu'elles valorisent des résultats avec un niveau de rigueur et des standards assez faibles, contrairement à d'autres domaines comme en physique qui ont une culture épistémique plus fermée et donc sont extrêmement prudents dans leurs critères de valorisation des résultats. Les conséquences de cette culture revendiquée de la preuve ouverte, c'est que non seulement on accueille des chercheurs de tout horizon avec assez peu d'attention portée sur leur historique et leur motivation, mais aussi qu'on publie des résultats dans des journaux assez niches, vu que ces mêmes résultats ne passeraient pas la revue par les pairs dans les journaux de biologie plus généralistes et suivis par les biologistes. D'autant que ces résultats sont propulsés au rang d'évidence quasi indiscutable. Richard Ayer, l'éditeur en chef du journal Intelligence, en est fier et estime que, de toute façon, les données parleront d'elles-mêmes. On laissera la discussion se faire. C'est cette même politique qui est utilisée dans un autre journal, Evolutionary Behavioral Science, qui publie beaucoup de psychologie évolutionniste, ou encore Personality and Individual Differences. Faisons un petit rappel de ce qui était publié. On y trouvait donc des articles du style « Les juifs ont un avantage cognitif sur les chrétiens », sur la base de l'estimation d'un score polygénique sans contrôler pour la stratification de la population ou d'autres facteurs confondants, co-signé par le bon vieux Émile Kierkegaard, ou bien l'usage d'un index de score polygénique basé sur 9 variants de gènes pour estimer le QI moyen de divers pays groupes ethniques. Qui on retrouve encore ?
Le bon Émile Kierkegaard qui nous fait cadeau d'une revue élogieuse du livre Richard Lynn, The Intelligence of Nations. Ah oui, aussi Rushton et Templer se sont un peu lâchés. Pêle-mêle, on trouve que la peau noire corrèle avec des QI faibles, on compare les populations noires avec des rats noirs et des chiens, leur criminalité est génétique, enfin tout ça, vous avez compris quoi. Au-delà de travailler à contrecarrer la circulation des sciences héréditaristes dans les médias et les réseaux en ligne, il est nécessaire de s'attaquer à la source. Il faut une culture épistémique plus fermée dans les disciplines du comportement, une rigueur intellectuelle à la hauteur et surtout un usage éthique des données et des méthodes. Pour certains, il faut aller jusqu'à réguler l'usage des données génomiques, parce que la génétique a historiquement abusé du consentement des populations indigènes et des minorités et qu'il faut s'engager dans une grande entreprise de réparation. Ensuite, parce que les individus qui fournissent leurs données biologiques n'ont pas tous idée de l'usage qui en sera fait. Surtout si on leur dit qu'ils consentent à un usage large, donc assez indéfini. Et force est de constater que c'est pas forcément pour l'intérêt général. Enfin, on utilise ces données avec le cul, et la science a autre chose à foutre que de perdre autant de ressources et de temps pour des études aussi intellectuellement peu rigoureuses et louches. James Lee, généticien du comportement et accessoirement l'ancien doctorant de Steven Pinker, n'a pas l'air de cet avis, et comme d'autres, nous joue du violon. Ouin ouin, on nous empêche déjà d'accéder aux données génomiques, ouin ouin ouin, il faut nous laisser plus de marge. Ouais, il a pas l'air très sensible aux questions de consentement, de biopiratage ou de piétinement de la dignité des populations indigènes. Sa seule obsession à lui et ses collègues, c'est de continuer les recherches sur la génétique de la réussite scolaire, ou en craniologie et nyclétique. Mais la liberté académique! Ouais, mais non. Faut se mettre dans le crâne que la liberté académique, c'est pas la liberté de raconter de la merde et d'appeler cette merde recherche académique. À un moment, il faut qu'on apprenne à tracer des lignes claires sur le type de science qu'on cherche à promouvoir. Et on ne devrait certainement pas inclure dans le périmètre de la liberté académique des recherches de qualité médiocre qui contribuent trop efficacement à porter atteinte à l'intégrité des individus marginalisés. La liberté académique, c'est pas la liberté des scientifiques irresponsables. Est-ce que vous savez pourquoi on veut limiter la liberté académique des chercheurs en sujet controversé? D'après Cory Clark et Bo Winegard, dans Qui-est, c'est parce qu'on a trop fait les forceurs avec des politiques d'inclusion à l'université, et parce que le cerveau des femmes a été sélectionné par l'évolution pour être woke. Bah, si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'on irait contre ce que la nature a forgé à notre insu? L'histoire nous montre les liens étroits que les sciences et le racisme ont entretenus durant des siècles. Le racialisme scientifique a connu un âge d'or et on va insister. Les sciences n'étaient pas victimes du racisme qui structurait la société à cette époque, elles en étaient plutôt complices et motrices. On peut être tenté d'appeler tout ceci de la pseudo-science, que ce soit les sciences raciales du 19-20e siècle ou des programmes actuels servant plus ou moins directement la suprématie blanche. Non seulement c'est anachronique, mais les qualifications de science et pseudoscience dépendent en bonne partie du positionnement des communautés de recherche à l'époque concernée. Notons également qu'à l'époque comme de nos jours, les chercheurs liés de près ou de loin à des programmes scientifiques racialistes ont toujours clamé être porteurs d'une vérité objective, opposée aux idéologies qui freinent l'avancée scientifique. Ils jouent de cet enrobage pour donner une allure de sérieux et d'impartialité à leur théorie, avant d'être rattrapés par l'avancée scientifique qui leur donnera tort, et par les premières conséquences sociales devenues trop palpables pour être relativisées ou ignorées. On ne devrait plus aujourd'hui prendre au sérieux ces artifices rhétoriques. Un certain type de science raciale a quasiment disparu aujourd'hui, mais elles n'ont pas signé leur fin totale. Elles ont en quelque sorte muté, en investissant des terrains scientifiques plus consensuels et moins évidents, et nourrissent ce qu'on peut appeler un racialisme génétique. Les chercheurs, qu'ils soient racistes ou pas, mais impliqués dans la recherche des déterminismes génétiques du comportement et de l'intelligence, insistent beaucoup sur la séparation à opérer entre le sujet de recherche et les applications qui peuvent effectivement mener à ce racisme génétique, mais qui selon eux découleraient avant tout d'un mésusage des connaissances qu'ils ont produites. On a là affaire à une position positiviste naïve des sciences qui sont réduites à une entreprise d'accumulation de connaissances brutes, dans un cadre qu'ils supposent être sous l'unique influence de valeurs liées à la connaissance. Sauf que la valeur et l'intérêt scientifique d'un énoncé ne dépend pas que de sa structure logique. Pour paraphraser Lewontin, la question « qu'est-ce que la vie ?» est une question positive. Mais sa valeur scientifique dépend d'où on parle. On n'aborde pas la question et on n'arbitre pas une réponse de la même manière et avec les mêmes enjeux, selon si on veut étudier l'émergence de la vie sur Terre, ou si on veut déterminer à partir de quand un corps en réanimation peut être considéré comme mort par un personnel médical.
Vous pensez donc bien qu'on ne va pas croire qu'il y a une innocence toute naïve, dénuée de tout enjeu moral et politique, derrière les questions du style « Y a-t-il des origines génétiques à l'intelligence ?» Il est vain de penser qu'on puisse formuler des questions de recherche en étant politiquement désintéressé, surtout dans les domaines de l'humain et de la société. Ces sujets de recherche ne s'imposent pas soudainement à notre psyché sans qu'on s'y attende, et dans notre modèle actuel de recherche très dépendante des impératifs économiques du moment, à quelques sujets de sciences fondamentales près, personne ne peut croire que la simple soif de connaissance serait une motivation suffisante. Même si leurs motivations ne sont pas explicitement racistes, la responsabilité éthique des chercheurs ne doit pas s'arrêter aux portes du laboratoire quand les risques de récupération et d'alimentation des récits racistes et suprémacistes sont identifiés. De la même manière qu'on s'est fixé des principes éthiques qui nous empêchent de trifouiller du matériel biologique à notre guise ou de poursuivre des recherches qui auraient un impact écologique et sanitaire délétère, un cadre éthique de recherche sur les sujets socialement délicats doit s'imposer. Le Human Genome Project avait d'ailleurs un comité d'éthique qui a énormément souffert du problème que présentait ce projet en matière de racialisme génétique. Ce n'est donc pas a priori vraiment une pratique si étrangère à ces disciplines, qui semble donc avant tout manquer de volonté politique. Quand on dit tout ça, on trouve quand même des gens qui disent que les répercussions politiques de ces recherches sont difficiles à prévoir, et donc il n'y a pas à se remettre en question. À cela, on répond vous suivez les centres d'intérêt récents de Musk, les déclarations politiques qu'on a citées jusqu'à maintenant, les influenceurs FAF qui reprennent toutes les productions de ces champs de recherche, l'auteur de l'attentat de Buffalo, vous avez oublié ces références? En plus de la thèse fumeuse du grand remplacement, on trouve dans son manifeste des références à des recherches publiées. L'une d'elles est une étude parue dans Nature Genetics en 2018, co-signée par James Lee et 23andMe, portant sur l'origine génétique des différences de niveau scolaire démontrées par GWAS. Une autre étude de sa cytographie, celle publiée dans Personality and Individual Differences en 2012 par les suprémacistes Rushton et Templer, qui portait sur les prétendues prédispositions génétiques des Noirs aux actes criminels. Il a également cité une plus ancienne étude de Richard Lynn, publiée dans le même journal en 2002, et proposant les mêmes conclusions. Même des psychologues évolutionnistes ou des chercheurs intéressés par les perspectives offertes par la psychologie évolutionniste s'accordent à dire que c'est une discipline qui est énormément appropriée par la manosphère, une communauté masculiniste en ligne qui s'intéresse de près aux recherches sur les préférences sexuelles ou sur les hormones, et qui s'en sert pour alimenter la frustration des incels et pour harceler les meufs. Une longue et bonne vidéo de Mooncat sur le sujet par le chemin. C'est bien qu'il y en ait qui se contentent pas de mettre des œillères, mais c'est pas vraiment la voie majoritaire. À partir du moment où on peut identifier un potentiel de dérive, la responsabilité doit nous enjoindre à étouffer ce potentiel, et non à l'ignorer et laisser la possibilité de passer le cap du potentiel au concret. Ce sont les applications possibles de recherche qui déterminent le caractère éthiquement souhaitable de celle-ci, et non pas seulement la nature de ses objectifs en matière d'apport de connaissances et de quête de vérité. Surtout lorsqu'on prétend à tout bout de champ que ces recherches devraient guider des politiques efficaces alors qu'elles sont mieux spéculatives. Le fait que certaines communautés de recherche cherchent encore à s'extraire de cette responsabilité est alarmant, d'autant plus lorsque le risque suprémaciste est non seulement identifié, contrairement à ce que beaucoup affirment, mais surtout concrétisé par des attentats sanglants. Ça passe par changer les méthodes pour conduire les recherches plus rigoureusement et plus éthiquement, revoir notre façon de mettre en récit les résultats, et descendre au front dans l'espace public où circulent toutes les merdes qu'on a fournies en luttant directement contre les monstres qu'on a créés. Pour finir, même s'il est toujours intéressant de souligner la faiblesse technique et scientifique des raisonnements des héréditaristes et des racistes, cette critique ne suffit cependant pas. Bien sûr, aucune conclusion scientifique ne pourra et ne devra justifier d'établir un ordre social basé sur une naturalisation de catégories humaines et leur hiérarchisation, comme le racisme. À part quelques bouffons eugénistes, on est je pense tous d'accord pour dire que le principe de mener des recherches en pharmacogénétique, c'est que lorsqu'on découvre des gènes impliqués dans une maladie métabolique héréditaire, on considère pas que la marche naturelle à suivre c'est de laisser crever les porteurs de cette pathologie au nom de ce qui serait soi-disant déterminé par leurs gènes. On est d'accord ? Bon, dans cette même logique, le fait de découvrir n'importe quel autre déterminant génétique ne devrait pas non plus amener à considérer comme une évidence que les inégalités sociales sont à perpétuer. Ça voudrait dire que les racistes héréditaristes seraient hypocrites. Ce que les racialistes font quand ils campent sur le terrain des sciences,
C'est tenter de nous enfermer dans une énième distraction où l'on est constamment pris dans leur cadrage à devoir contre-argumenter et nous justifier sur ce même terrain. Là-dessus, on peut montrer que ce sont des bouffons, et même aujourd'hui ça devient nécessaire, mais quoi qu'on réponde, ils trouveront une autre voie. Dans tous les cas, même en s'accordant sur le fait que des conclusions scientifiques ne feraient pas du racisme une conclusion politique évidente, il faut enrayer cette malscience et rester critique de la légitimité des études des différences entre groupes d'individus, pour toutes les nombreuses raisons scientifiques et éthiques qu'on a évoquées jusqu'à maintenant. Mais la lutte contre le racisme est avant tout un combat politique pour que les humains n'aient pas à être rangés dans des bonnes catégories naturalisées pour avoir des droits, et simplement n'aient pas à se justifier d'exister. Racisme.exe a cessé de fonctionner. Fin de la tâche.